Qu'est-ce qui explique le rejet massif de la réforme des retraites? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Danielle Linard, sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS. Danielle Linard, bonjour. Bonjour. La réforme des retraites impacte principalement les catégories de la population les plus précaires et celles ayant des métiers difficiles. Pourtant, les sondages montrent que le rejet de la réforme est très important chez toutes les catégories d'actifs. Comment expliquez-vous cette opposition massive, notamment de la part de personnes qui semblent en apparence moins concernées? Alors, il s'avère effectivement que le travail n'a pas un impact que du point de vue de pénibilité physique, notamment ceux qu'on met en avant parce qu'ils ont des métiers qui exigent des efforts physiques ou qui les met à portée d'objets toxiques ou d'accidents du travail. En réalité, le travail tel qu'il s'est modernisé depuis une trentaine d'années crée des tensions, des pressions qui concernent aussi bien les personnes qui travaillent dans des bureaux, qui ne sont pas supposées avoir des situations de travail dangereuses ou particulièrement pénibles, mais qui peuvent être amenées elles-mêmes, ces personnes qui sont dans les bureaux, à éprouver des dépressions, des formes de souffrance qui peuvent les conduire jusqu'au suicide ou sinon à des burn-out. Donc le travail tel qu'il s'est modernisé dans notre société est devenu un monde où le mal-être, les risques psychosociaux, la souffrance ont été effectivement portés sur le devant de la scène par les médias parce que les situations de travail révèlent des formes de tension, de pression qui sont très délétères pour tout un chacun. Et c'est un petit peu ça que les gens mettent en avant lorsqu'ils disent qu'ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus ou encore 3 ans de plus parce que ils ont déjà du mal à tenir dans leur travail et ils estiment que compte tenu des règles du jeu qu'ils ne voient pas changer, l'idée de continuer encore plus, c'est leur demander quelque chose d'injuste et qui leur paraît tout simplement insoutenable. Et cette insoutenabilité, qu'elle soit mentale ou physique, au final, est-ce qu'elle résume la lutte qu'il y a aujourd'hui dans cette réforme des retraites? Et donc, ça veut dire que, au final, ce qu'il y aurait à réformer, ce n'est pas tant l'âge de la sortie du travail que le travail en lui-même? C'est-à-dire que si le travail n'était pas ce qu'il est, je ne pense pas qu'on aurait une mobilisation de la même nature contre le report de l'âge de la retraite. Le travail, il est représenté maintenant, mais il est vécu plutôt maintenant par la plupart des salariés dans un sentiment à la fois d'impuissance et de solitude. C'est-à-dire que ce qui caractérise le monde du travail moderne, c'est une individualisation systématique de la gestion de la main-d'œuvre, avec des primes individuelles, des objectifs individuels, des salaires personnalisés, et donc une mise en concurrence systématique des uns avec les autres, et au-delà encore, une mise en concurrence de chacun avec soi-même, parce que il faut non seulement atteindre des objectifs, mais il faut les dépasser, il faut avoir toujours l'ambition de l'excellence, il faut avoir de la résilience, il faut avoir le goût du risque, de l'aventure, être réactif, être intuitif, enfin, il faut toujours se dépasser, et donc ce sont des règles du jeu du travail qui mettent chacun sur un fil du rasoir. Chacun a l'impression d'être en concurrence avec les autres, obligé de faire en permanence ses preuves, donc de se dépasser, de développer de l'énergie, des efforts, des compétences exceptionnelles pour pouvoir tenir au travail. Voilà. Et ce, dans un cadre qui est très très particulier parce que on leur demande, on les sollicite personnellement en leur disant montrez-nous qui vous êtes, vous devez vous réaliser en réalisant nos objectifs, vous allez grandir chez nous, sortez de votre zone de confort, allez-y, révélez-vous, épanouissez-vous, etc. Mais dans un type de travail qui reste très fortement soumis à la logique taylorienne, c'est-à-dire que
ces salariés à qui on demande de s'épanouir et de se révéler dans leur travail sont confrontés à des prescriptions extrêmement détaillées, des protocoles, des processus, des procédures, des codifications, des reportings, des best practices qui sont conçus en dehors d'eux par des experts de grands cabinets internationaux et qui constitue en quelque sorte une organisation du travail pensée en dehors des salariés qui vont mettre leur activité professionnelle en œuvre et qui sont donc tenus, qui sont piégés en quelque sorte par toutes ces prescriptions extrêmement détaillées. Et alors c'est pas encore fini, dans un climat de changement permanent qui est censé permettre aux entreprises, aux directions d'entreprises d'adapter leur fonctionnement et leur structure à un monde qui vit en vitesse accélérée, mais qui produit aussi un effet bien catastrophique qui est celui de faire perdre tous leurs repères aux salariés. Parce que en réalité, quand on restructure sans arrêt les services et les départements, quand on recompose les métiers, quand on change les logiciels, quand on impose une mobilité forcée, quand on crée des déménagements, etc., il y a une perte de repères et on met en obsolescence toutes les savoirs, les connaissances et l'expérience constituées auparavant. Et donc, il y a une déperdition comme ça de ressources du point de vue des salariés, les ressources de leur expérience, et qui les met qui les met à découvert, qui les met en danger, qui crée ce qu'on peut appeler une précarité subjective. C'est-à-dire que ce sont des bons professionnels, ils peuvent être en CDI, ils peuvent être fonctionnaires, mais ils ne sont jamais sûrs d'arriver encore à maîtriser cognitivement leur environnement, à bien comprendre la redéfinition du contenu de leur travail, qui sont leurs interlocuteurs, à qui ils ont affaire, etc., etc. Et donc, ce sont des salariés qui sont perdus, qui ont des efforts énormes à fournir pour essayer de maîtriser à nouveau leur environnement d'un point de vue cognitif et avec cette idée que tout va probablement rechanger encore dans les 2 années qui vont venir. Donc, un sentiment de précarité subjective qui est là et qui tient les salariés, qui crée un sentiment d'impuissance, et ça dans un isolement parce qu'ils ne peuvent rien partager dans la mesure où tout le monde est en concurrence avec eux. Et c'est quelque chose qui est difficile à vivre et qui explique notamment le taux d'usage de substances psychoactives qui est extrêmement importante et que les addictologues mettent en avant en disant la plupart du temps nos patients viennent parce qu'ils sont devenus accros, mais ils nous disent qu'ils ont commencé uniquement pour tenir au travail, parce que tenir au travail est devenu quelque chose qui dévore, qui submerge, qui dépasse complètement les salariés qui ont tout le temps besoin de trouver des ressources exceptionnelles pour y arriver. Donc, dans ce cadre-là, l'idée qu'on va unilatéralement prolonger de 2 ou 3 ans un tel vécu, c'est quelque chose qui est inacceptable parce que c'est redoubler leur sentiment d'impuissance, montrer que vraiment on ne tient absolument aucun compte de ce qu'ils peuvent vivre, qu'ils n'ont le droit de rien partager, de rien dire, et c'est quelque chose qui est considéré comme une injustice absolument phénoménale, non seulement par ceux qui y sont, mais par les jeunes, parce qu'ils entendent leurs parents au cours des dîners raconter leur vie au travail et l'obsession que créent des objectifs surdimensionnés, des évaluations personnelles arbitraires, des pressions, du harcèlement, etc. Et donc tout le monde a vraiment l'impression que ce qui se joue dans le monde du travail, que ce soit sous forme de pénibilité physique qui crée avec des accidents aussi, ou que ce soit sous forme de souffrance psychique, c'est quelque chose qui est devenu vraiment trop omniprésent et qu'on ne peut pas comme ça, d'une décision unilatérale avec un coup de stylo sur une case prolongée de 2 ou 3 ans comme ça, ce qui est déjà vécu comme insupportable. Et face à cette opposition des réformes de retraite, le ministre Gérald Darmanin pointe du doigt une gauche paresse. Y aurait-il donc ceux qui souhaitent travailler, ceux qui ne souhaitent pas travailler ? Alors ça, c'est vraiment
extrêmement surprenant ou extrêmement révélateur de la distance qui caractérise les décideurs politiques de la réalité des terrains, mais cette mobilisation extrêmement importante contre le report de l'âge de la retraite signifie au contraire l'importance accordée au travail. Parce que si le travail n'était pas si important, et il est particulièrement pour les Français, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, si le travail n'était pas aussi important, si les gens ne s'engageaient pas autant dans leur travail, s'ils n'y mettaient pas tellement du leur, au point d'en souffrir beaucoup, eh bien ils diraient on va encore continuer à faire semblant 2 ou 3 ans de plus, vous voyez, on va bosser dans longtemps, d'ici là on sait pas ce qui va se passer, de toute façon pour ce qu'on fait au travail, 1 ou 2 ans de plus ou 2 mois, ça change rien. Non, c'est parce que le travail requiert un engagement extrêmement important, particulièrement en France, que nous avons ces importants mouvements de mobilisation. Très importants en France. Pourquoi ? Les études européennes le révèlent. Notamment Dominique Méda et Lucie Davoine, qui sont sociologues, ont commenté des recherches européennes qui montrent, sur les 27 pays, qui montrent que lorsqu'on demande à ceux qui sont interviewés quelles sont les activités les plus importantes dans leur vie, les Français sont toujours les deuxièmes ou les troisièmes et parfois les premiers à dire le travail. Le travail avant la famille, avant les loisirs, avant éventuellement la religion, je ne sais pas quoi, mais il y a un engagement, une relation très très forte des Français à leur travail, et ça a toujours été remarqué dans les enquêtes européennes. Mais ça va avec, et ça n'est pas étonnant, une autre caractéristique, c'est que les Français sont ceux aussi qui disent qu'ils sont parmi les plus déçus de ce que leur apporte le travail. C'est-à-dire que plus les attentes sont importantes, plus effectivement le risque d'être déçu est important aussi. Donc les Français sont à la fois dans une grande attente du point de vue de leur socialisation, du point de vue de leur image de soi, du point de vue du sentiment d'utilité sociale. Pour eux, c'est très important le travail, mais ils considèrent que le travail tel qu'il leur est imposé ne parvient pas à satisfaire leurs aspirations. Et puis il y a un autre phénomène qui a été bien analysé par un sociologue qui s'appelle Philippe Diribarne, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La logique de l'honneur en 1993, à partir de comparaisons qui étaient faites sur plusieurs continents, et il montrait que comparativement à d'autres travailleurs qui se sentaient liés à leur employeur par une logique contractuelle, c'est-à-dire je fais ce qu'on me demande parce que c'est mon employeur qui décide, et puis si ce qu'il me demande n'est pas le mieux, c'est lui qui en aura les mauvais résultats. Comparativement à cette posture, le travailleur français lui a une logique qui relève de l'honneur. C'est l'honneur qui prime, c'est pas le contrat, c'est l'honneur. Et l'honneur, c'est de bien faire son travail, de respecter les règles du métier, les valeurs professionnelles, d'avoir un travail, de pouvoir faire un travail dont il sera à terme fier et qui sauvegardera son honneur. Et donc, on voit que du point de vue des Français, le travail, c'est une activité particulièrement décisive et importante parce que elle conditionne un peu à travers le prisme de l'honneur, la qualité de leur insertion sociale. C'est-à-dire que le travail, c'est quelque chose qui est légitime dans la société, qui vous fait accéder au titre de citoyen parce que vous coopérez avec d'autres pour satisfaire le besoin d'autrui, et donc vous en tirez le sentiment d'avoir de la valeur, pas uniquement une valeur économique, mais une valeur symbolique. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort et qui s'est ancré dans l'historique, ou disons dans l'histoire française. Donc, les Français sont très attachés au travail, probablement plus que dans d'autres pays. On sait par exemple que la productivité horaire est une des plus fortes au monde, et par exemple pendant les 30 glorieuses, on était aussi au monde en productivité globale parmi les premiers. Donc les travailleurs français sont performants, aiment
leur travail et cherchent à tout prix à lui restituer du sens, de l'utilité sociale, parce qu'ils veulent en être fiers, ils veulent pouvoir se reconnaître dans leur travail et être reconnus pour leur travail. Donc c'est vraiment ne rien comprendre à la réalité du monde du travail que de dire que les Français sont paresseux. Et ça, malheureusement, c'est un discours que nous avons de façon extrêmement répétitive depuis des années. Ça a commencé en 1994 avec l'émission Vive la crise, où il y avait Yves Montand. Alors, disait, la crise arrive à un bon moment pour que les Français relèvent leurs manches et se remettent au travail. Mais c'est une hérésie, une fausseté totale. Les Français n'avaient pas besoin qu'on leur dise de se remettre au travail, mais cette espèce de filon idéologique a été continué par le Premier ministre Raffarin qui, au Québec, disait il ne faut pas que les Français considèrent que la France est uniquement un pays de Luna Park ou Disneyland, il faut qu'ils aillent travailler. Et puis Sarkozy qui avait fait sa campagne sur la réhabilitation de la valeur travail comme si elle avait été déshabilitée, ce qui est totalement faux. Au contraire, s'il y a tellement de suicides au travail, s'il y a tellement de burn-out, de dépression, c'est parce que les gens vraiment considèrent que le travail c'est une activité extrêmement importante. Et d'ailleurs, autre repère aussi important, le taux d'activité féminin est un des plus importants en Europe aussi. Les femmes, quelles qu'elles soient, veulent absolument aussi se porter sur le marché du travail, apporter leur contribution, être dans la vie professionnelle. Donc le travail, c'est quelque chose qui est fondamental aux yeux de la plupart des Français, et la quête de sens, c'est quelque chose qui les poursuit. Donc les aborder sous cet angle-là, celui de la paresse, c'est une hérésie totale, la preuve d'une incompréhension totale de ce qu'est la réalité du monde du travail français. Pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le rapport des Français au travail et notamment avec les propos de Philippe Diribarne sur la notion d'honneur, j'aimerais vous partager un extrait de son livre Le Grand Déclassement qui est sorti il y a peu de temps. Il explique que la société française s'est construite sur la culture aristocratique pour nos honneurs, donc que vous évoquez tout à l'heure, et que chacun occupe un rang souvent associé à un métier, qui fait du salarié donc le membre d'un corps professionnel. Et il explique aussi que ce système-là a une vertu, c'est qu'il permet de limiter le pouvoir qu'exercent les puissants sur ceux qui sont soumis à leur autorité, donc au rapport de subordination, puisque les obligations des subordonnés, de même que leurs droits, sont régis par ce qu'il paraît normal de faire quand on occupe leur position. Et donc ma question là-dessus, c'est est-ce que le système ne serait pas cassé, puisque l'essence même du mal-être au travail est de ne pas avoir de pouvoir sur son métier et donc de ne pas avoir de pouvoir sur ce qui est normal de faire pour l'exercer? C'est une question fondamentale. Vous pointez du doigt ce qui est absolument crucial. Effectivement, mais si vous voulez, la pensée taylorienne, elle a pour point de départ un constat qui est fondamental. Taylor disait, le savoir, c'est du pouvoir. Si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et donc toute la pensée, toute la logique taylorienne, c'était de transférer les connaissances, l'expérience, les savoirs de métier des ateliers au bureau de l'employeur qui va s'entourer d'ingénieurs, lesquels vont décider de quelle manière il faut travailler pour être rentable, efficace et profitable du point de vue de l'employeur. Donc, effectivement, les corporations, en gros, qui étaient un peu comme des ordres professionnels, avaient leurs propres règles de métier, leurs règles éthiques, morales, comment est-ce qu'on doit travailler, et ça pouvait apparaître comme une limite au droit et au pouvoir de l'employeur. Du salariat, la logique capitaliste et celle que Taylor a mis en œuvre à travers l'organisation soi-disant scientifique du travail, c'est précisément celle qui consiste à déposséder les salariés de leurs compétences, de leurs connaissances, de remettre celles-ci aux mains des employeurs ou qui vont bénéficier aussi des expertises des grands consultants,
des grands consultants et internationaux, et donc c'est l'employeur qui va décider de l'usage du temps de ces travailleurs qu'il paye. Toute la logique du taylorisme qui reste vivace aujourd'hui, c'est l'idée qu'il ne faut pas laisser les travailleurs pouvoir organiser le travail selon leurs propres valeurs de métier, selon leurs propres valeurs citoyennes ou leurs propres valeurs de travailleurs, mais il faut pouvoir leur imposer une forme de travail qui soit organisée selon des critères de rentabilité les plus élevés. Et les plus décorrélés de la réalité. C'est-à-dire qui restent abstraits, effectivement, contre lesquels les travailleurs doivent se battre pour parvenir à faire leur travail. Oui. Mais objectivement et formellement, les travailleurs n'ont aucun droit. Ils sont les exécutants de la pensée organisationnelle des employeurs. Pour terminer, j'aimerais vous partager une phrase du sociologue Bernard Friot qui dit donc ceci, là je débute la citation: « Si on ne se bat pas pour que le travail change, on va se battre pour en sortir et on va se réjouir d'en sortir. On va se battre pour la réduction du temps de travail, on va se battre sur l'âge de la retraite. » Et il explique que ces batailles sont très ambiguës car ce sont des batailles de vaincus sur l'essentiel, vaincus sur la maîtrise du travail. Fin de citation. Oui, mais c'est une évidence. Oui. C'est une évidence parce que ça veut dire que l'on déserte effectivement le front de l'amélioration du contenu et des conditions de travail. On dit le travail, on n'en peut plus, on veut réduire la durée du travail, on veut partir à la retraite le plus tôt possible, mais effectivement, ça laisse de côté la question qui est la plus fondamentale, c'est qu'est-ce qui se passe du côté du travail en termes d'organisation, en termes de subordination des salariés. Est-ce que c'est acceptable d'un point de vue sociologique? Je dois dire que on voit les effets totalement délétères d'une organisation du travail qui est pensée loin de la réalité du terrain par d'autres et qui s'impose dans le déni de la professionnalité de ceux qui travaillent et dans le déni de leur liberté de travailleurs. Donc là, il y a quelque chose qui est d'autant plus inquiétant qu'on sait que actuellement nous sommes à un tournant historique parce que il est absolument indispensable, compte tenu des impératifs écologiques, de transformer nos modes de production comme nos modes de consommation. Or, si nous voulons transformer nos modes de production, c'est bien la définition du travail, de sa finalité comme de son contenu que nous devons changer. Et pour le changer, on ne peut pas s'en remettre aux seuls dirigeants qui ne connaissent que la rationalité économique néolibérale à court terme, mais qu'il faut au contraire libérer toute une intelligence collective pour repenser, pour réinventer un travail qui non seulement soit respectueux de la professionnalité et du bien-être des travailleurs, mais également de celui des consommateurs qui, à l'heure actuelle, sont manipulés par les neurosciences et par l'informatique, l'intelligence artificielle qui vise à faire acheter à un consommateur quelque chose avant qu'il ait lui-même eu conscience du désir qu'il a de la chose. Donc c'est très important de retransformer le travail sous cet angle-là aussi de l'hégémonie managériale à travers le marketing sur les consommateurs et aussi le réinventer pour qu'il cesse d'être prédateur par rapport aux ressources de la planète. Donc nous devons impérativement tous essayer de réinventer le travail et sa finalité, ses modalités et la subordination qui anesthésie tout un chacun sur son lieu de travail, qui le piège dans une impuissance absolument totale et vécue solitairement, c'est quelque chose qui va empêcher toute possibilité ou toute dynamique allant vers ce sens d'une capacité de repenser le travail. Évidemment, se battre pour les retraites. Moi, je vais dans les manifestations parce que je trouve que c'est quelque chose d'important, mais la lutte la plus importante, me semble-t-il, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, c'est effectivement la lutte pour pour essayer de réinventer le travail qui reste le travail un impensé
comme il a toujours été, un impensé autant des syndicats que des partis de gauche. Les syndicats, pendant des années et des années, ont toujours lutté pour l'augmentation des salaires, pour arracher des primes de dédommagement. Quand il y avait une dégradation de la qualité de la vie au travail, c'était des primes d'insalubrité, primes de toxicité, primes de travail de nuit, primes de travail en équipe, primes de travail sur chaîne. Et donc, l'idée de transformer le travail, l'organisation du travail, n'était pas dans la cible revendicative des syndicats. De la même manière que les partis de gauche s'acharnaient à lutter sur le plan de l'emploi, des revenus, etc., voire de la durée du travail, mais la question de l'organisation du travail, à quoi sont soumis les travailleurs lorsqu'ils entrent dans ce monde du travail, c'est quelque chose qui n'a pas été pensé en termes politiques, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire quel est le rôle du travail dans notre société, quelle est sa fonction, à qui appartient le travail, est-ce qu'il appartient unilatéralement aux employeurs, à qui appartiennent les entreprises. Ça, ce sont des questions fondamentales. Tout se passe comme si les entreprises appartenaient aux employeurs uniquement. Et d'ailleurs, en 1998, c'est important de le dire, le CNPF, qui était le Conseil national du patronat français, s'est rebaptisé de lui-même le MEDEF, c'est-à-dire le Mouvement des entreprises de France, à savoir que le patronat devenait les entreprises. Et désormais, lorsque l'on entend les représentants du MEDEF s'exprimer, ils disent « Nous, les entreprises, pensons que nous, les entreprises, avons besoin que… » Il y a une identification maintenant qui est passée dans l'opinion publique, qui est les entreprises, ce sont les dirigeants, les employeurs, ce qui est une hérésie. Les entreprises sont constituées de toutes les catégories de travailleurs, évidemment. Mais je pense qu'il y a un travail très important à faire au niveau de l'opinion publique, au niveau des représentations, au niveau de l'idéologie, pour donner le sentiment de légitimité à mettre sur la table la question de l'organisation et de la finalité du travail. Pour qui, pourquoi, comment devons-nous travailler en tenant en compte les intérêts, une fois de plus, des consommateurs, des travailleurs et de l'humanité que nous représentons par rapport à la préservation des ressources de la planète. Merci Danielina. Je vous en prie. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré à la réforme des retraites. J'en profite pour vous inviter à lire les 2 derniers ouvrages parus aux éditions RS de Daniel Linhart, L'insoutenable subordination des salariés et La comédie humaine du travail. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, mais aussi à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram, ou encore à vous rendre sur 0,.org afin de vous inscrire à notre newsletter. Merci et à très bientôt.